Un kinésithérapeute, c'est, comme on vient de le voir, à la fois un artisan, un artiste et un scientifique. C'est souvent ces deux parties de la profession qu'il faut arriver à gérer et à enseigner. Et quand on parle d'artisan, on parle vraiment d'habileté gestuelle, de compétences techniques, de savoir-faire, de créativité dans la manière de concevoir des plans thérapeutiques, de pouvoir motiver le patient, de pouvoir vendre la rééducation ou les exercices au patient, d'éduquer le patient, la capacité donc du kinésithérapeute à pouvoir susciter quelque chose chez le patient. Et puis d'un autre côté, on a une partie scientifique avec une méthodologie de l'évaluation, des processus rigoureux, des publications scientifiques dans des revues relues par leurs pairs, une analyse critique de ces données. Dans le premier cas, l'artisan, on peut dire c'est le praticien, c'est le clinicien. Si on veut être péjoratif, on dit c'est le masseur, on va chercher le bon petit massage. T'as pas un bon masseur, j'ai besoin d'un bon kiné. On cherche le bon praticien. Du côté scientifique, les anglo-saxons les appellent les académiques. Ils disent ouais, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont dans les universités, c'est les universitaires. Ouais, effectivement, ils sont experts du mouvement. Moi, ils peuvent être utiles pour trier le patient, pour savoir si on peut attribuer le patient en kinésithérapie, à l'hôpital, en chirurgie. En Australie, par exemple, les kinésithérapeutes font le tri dans les services d'urgence ou éventuellement, ils définissent si les patients ont besoin d'être opérés d'une épaule ou d'un genou. Évidemment, on va avoir un bras de fer qui peut se faire entre ces deux parties de la profession, où effectivement on peut travailler main dans la main, et suivant la manière dont ces forces vont s'exercer sur la profession, ça orientera la formation dans les prochaines années. Il faut bien penser à ces deux forces qui vont être en présence. On a le kiné avec les grosses mains et la petite tête, et le kiné avec la grosse tête et les petites mains. Il faut essayer de trouver la grosse tête et les grosses mains. Pour la formation, je ne parle pas par rapport à la compétence, mais par rapport aux thématiques, aux champs, aux domaines que l'on a pour la formation. Toute formation en kiné doit couvrir 3 grandes zones. La pratique, le savoir-faire, la théorie, donc les scientifiques, et la clinique qui va se mettre au pied du lit du patient, donc la manière d'intégrer ces informations-là concrètement auprès du patient. Donc je vais aborder les 2 premiers aspects. Donc le domaine pratique, ça rejoint celui de l'artisan, le savoir-faire, évidemment. Il faut donc des praticiens enseignants qui vont avoir une expérience professionnelle à transmettre, à transférer. Donc dans les 15 prochaines années, nous allons avoir des professionnels cliniciens qui seront experts et qui vont transmettre leur cas clinique, leur expérience aux professionnels. Et ça sera à travers des cas cliniques, de la simulation. On a vu, il y a différents outils technologiques qui seront à disposition, mais qui vont permettre vraiment à donner aux étudiants de l'expérience professionnelle plus précocement qu'auparavant, en transférant vraiment des points de réflexion sur le raisonnement clinique, la manière d'aborder des situations cliniques complexes. On est vraiment dans du constructivisme au niveau pédagogique. On est vraiment sur le praticien clinicien. Au niveau théorique, on va avoir au niveau scientifique des enseignants professionnels, universitaires, temps plein, docteurs, professeurs d'université. Ils vont s'appuyer sur des programmes de e-learning qui seront partagés. Les MOOC, on le voit en ce moment apparaître avec edX ou tous ces programmes où les universités ont mutualisé l'accès à l'information, donnent gratuitement accès à l'information. Donc il est temps que les IFMK, ou en tout cas les facultés de kinésithérapie, de physiothérapie qui existeront en 2028, seront en tout cas formatés pour partager ces connaissances, et ça sera fait par des outils mobiles sur des plateformes qui seront dans la poche du physiothérapeute. La recherche clinique aura une part très importante. On est encore beaucoup sur la recherche fondamentale, explication biomécanique, neurophysiologique. On va regarder concrètement quel est l'impact de la physiothérapie sur les patients et le transfert des connaissances pour les professionnels. Cette fois-ci, ce ne sera pas du savoir-faire gestuel, ou en tout cas dans la communication, mais ça sera vraiment le savoir-faire sur les résultats. Le transfert vraiment va être les résultats cliniques, quel type de traitement ou d'approche peut provoquer des meilleurs résultats dans telle ou telle situation pour que les professionnels puissent après arbitrer leurs décisions thérapeutiques plus efficacement. Tout le domaine des métadatas, c'est-à-dire le fait que maintenant les patients vont avoir beaucoup d'informations numérisées, c'est un champ énorme, avec un enjeu financier énorme. Là, les gens qui vendent des applications vont être à l'affût de ce genre d'informations, mais de gérer les données des patients et de pouvoir les compiler pour en faire des profils. Ça, évidemment, à la faculté, les gens s'occuperont de cette partie-là. L'apprentissage ne sera plus, évidemment, magistral comme il est fait actuellement dans beaucoup d'établissements, mais sera plutôt par résolution de problèmes. Les académiques et les cliniciens vont encore une fois se retrouver soit main dans la main, soit en compétition, ou soit en train de se regarder en chien de faïence. Mais là, c'est aussi l'enjeu de pouvoir travailler ensemble efficacement. Au niveau donc, du troisième domaine, qui est donc la partie clinique, au lit du patient, c'est-à-dire réunir ces informations théoriques et pratiques, comment on les met en œuvre après auprès du patient. Il y a un poste fondamental dont personne ne parle apparemment, ou en tout cas on n'arrive pas à voir émerger des choses, c'est le superviseur de stage ou le superviseur clinique, celui qui va
être là formé avec un diplôme qui va être accrédité, qui va avoir son diplôme, qui va être révisé, qui va maintenir la liste des activités disponibles dans le service ou dans l'endroit où il exerce, où les professionnels iront chercher ces activités pour les faire valider. On a besoin de superviseurs. Alors, dans les pays anglo-saxons, on les appelle clinical teachers, clinical educators, superviseurs, etc. Ils ont différents noms en fonction des actions qu'ils mènent, quand c'est pour superviser des mémoires, quand c'est pour encadrer des spécialités ou autres. Donc ça, c'est un rôle fondamental et il faut que les superviseurs de stage arrivent sur le marché. La disparition des moniteurs CAN en massokinésithérapie en 1996 se paye actuellement 17 ans plus tard. Il n'y a plus d'enseignants dans les écoles, il n'y a plus d'enseignants sur les terrains de stage. C'était une catastrophe pour la profession, votée par un kiné. Donc ça, à chaque fois que vous me voyez, vous m'entendrez parler de cette situation. Ensuite, il y a les clinical schools. Évidemment, à Melbourne, il y a un phénomène aussi où on transfère l'enseignement sur le lieu où sont les patients. C'est-à-dire qu'on amène sur le terrain l'enseignement pour que les étudiants soient confrontés avec des patients du matin au soir. Donc les clinical schools de Melbourne, c'est le seul modèle actuellement qui existe sur ce format-là, est en train d'étendre ce modèle-là, puisqu'ils l'ont pour les kinés, pour les infirmières et les médecins, et c'est en train de diffuser dans différents pays. Donc ça pourra commencer à infuser en France sur certains sites, notamment évidemment des CHU. Et puis évidemment, le contact avec le patient ne peut se faire que si on a acquis des compétences et si on est en sécurité pour appliquer les soins. Il y a trop d'endroits encore de stages cliniques où on va envoyer des stagiaires parce qu'il n'y a pas de poste kiné. Et ça, c'est la sécurité. Et puis pour ceux qui feront donc des spécialisations, ils auront des internats ou des cliniques à exécuter. Donc si on prend la courbe de progression professionnelle qui est là, ça c'est la carrière professionnelle, ça c'est la performance de novice à expert, on voit la partie enseignement ici en très plein. J'espère que vous voyez un peu le graphe parce que c'était important, c'était ma diapo importante du jour, c'est celle-là qu'il faudra retenir. Donc là au départ on voit que l'enseignement commence en théorie et il n'y a pas de pratique. La ligne est continue jusqu'à acquérir un niveau de compétence. Après la pratique commence quand les gens sont sûrs et peuvent toucher les patients et à partir de là la pratique elle est tout au long de la vie. Ensuite, on rentre dans une deuxième phase, qui est la phase de formation continue, de formation professionnelle, de développement professionnel, où là, on voit s'échelonner par des petites périodes assez régulières. Et puis, on rentre dans un troisième stade, qui est le niveau d'expertise ou de master, où là, on a des formations de plus en plus ciblées, spécifiques en fonction du développement de sa spécialité. Donc, les professionnels pourront choisir de s'arrêter là et de faire toute leur carrière à ce niveau-là, c'est-à-dire faire des infrarouges et faire marcher des gens dans les couloirs. Soit on pourra développer d'autres exercices, soit arriver ici à ce niveau d'expertise et de connaissances. Donc on peut avoir des arborescences variées de la profession, et là aussi ça va mettre en tension la profession. Au niveau donc du contrôle qualité, on a parlé de l'accréditation, c'est fondamental. Donc on peut avoir une accréditation que j'ai mis en vert, basée sur un référentiel spécifique propre à la kiné, c'est ce qui serait l'idéal pour nous. Sinon on pourrait s'appuyer sur un référentiel standard à toutes les professions, mais on perdrait un petit peu en spécificité. Ou on resterait, là, dans le pire des cas, sur rien, et éventuellement toujours chez le ministère de la Santé. C'est aussi une autre grosse catastrophe de la profession. On ne peut pas avoir une formation gérée par un ministère qui gère la santé. Nos enseignants ne sont pas malades, ils ne sont pas en affection longue durée. Ils doivent être gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur. La formation doit absolument partir au ministère de l'Enseignement supérieur. Ça sera arrivé en 2028, soyez patients. Au niveau de la formation continue, les enseignants seront évidemment mis en œuvre dans des pools reconnus par des collèges académiques. Donc on connaîtra le parcours et on verra donc une sélection qui se fera avec généralement un profil scientifique, puisque les gens devront avoir des publications pour pouvoir paraître dans les journaux. Si on n'a pas ça, on sera sur les chapelles, les gourous et les disciples, et les croyances et la pseudoscience. Le parcours professionnel, comme on l'a vu, donc, pourra se faire après le diplôme avec des diplômes enregistrés, qui pourra s'appeler kinésithérapeute enregistré, ou je ne sais pas comment ça va s'appeler, avec des diplômes universitaires, un peu de VAE, des stages, etc. On pourra aller vers une route, vers une reconnaissance d'une spécialisation, donc avec des examens qui vont passer reconnus par leur pairs, un internat clinique pour bien valider l'expérience clinique, évidemment, et puis tout le parcours professionnel, les publications qui seront faites. Et puis une certification, ça existe dans pas mal de pays maintenant. Là, par exemple, en neurologie, il y a une commission qui regarde tout le parcours de la personne, les examens, et donne une certification pour dire que cette personne, elle est certifiée en neurologie, elle est experte sur ce sujet-là, valable 5 ou 10 ans, et renouvelable si les gens veulent poursuivre. Vous allez voir que donc la formation initiale et la formation continue sont mélangées. On ne doit plus parler d'éléments, tiens, il y a la formation initiale, j'ai mon diplôme d'État, le permis de conduire, c'est bon, laissez-moi conduire, après c'est en voiture, j'achète la voiture et je fais ce que je veux. Non, la formation va être intégrée avec la formation continue, les deux formations vont bien s'intégrer, et ce schéma le montre une nouvelle fois, donc j'espère que vous vous en souviendrez. Enfin, le dernier point pour terminer pour le temps qui m'est imparti, c'est le rôle des associations. Pour que ces choix, ces orientations professionnelles, que ce soit sur l'actualisation du pool des enseignants de la formation initiale ou continue, que ce soit sur le programme académique,
on a besoin d'une diplomatie, d'une démocratie à l'intérieur d'une profession. Et donc les associations professionnelles pourront être des moteurs pour créer et définir les standards qui permettra de dire tel professionnel peut enseigner en formation continue à tel niveau, etc. Et c'est les membres de l'association qui pourront dire nous on reconnaît ces enseignants à ce niveau-là. Tant que les gens vont dans un week-end faire de la formation, puis après ils font de leur cuisine et vendent des trucs comme ça s'appelle le Far West. Et ça, ce n'est pas une formation structurée. Ça marche dans certains cas, mais ça crée beaucoup de diversité dans la formation continue et ça discrédite et ça ne fait aucune reconnaissance au niveau international. Ces associations devront être connectées avec des universités et être connues au moins au niveau national dans son pays. Pour conclure, on a donc des forces opposées, notamment entre l'universitarisation de la profession qui va développer un corps enseignant fort et qui va rentrer en compétition éventuellement avec des anciennes pratiques. Donc il va y avoir des tensions qu'il va falloir arriver à gérer. Sinon, on va avoir éventuellement des clivages professionnels avec une profession d'assistant, d'aide-kiné et des professions intermédiaires qui vont prendre la main en prenant une position d'expert par rapport aux autres professions en disant « nous, on ne se reconnaît pas dans ce type d'approche professionnelle ». Et puis, il va falloir penser des processus de recertification, ou en tout cas des examens qui vont être complémentaires et se multiplier tout au long de la vie, parce qu'on soigne des personnes, et dans un monde moderne, on ne peut plus laisser des professionnels toucher des patients sans avoir, de temps en temps, une vérification de leurs compétences. Je vous remercie de votre attention.